Alors, un dossier transition pro, ce n'est pas juste un formulaire à remplir, hein. Non, c'est bien plus que ça. C'est un vrai défi stratégique. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble les règles du jeu pour, mettre toutes les chances de son côté. On a cette envie, cette super motivation de se réinventer, de changer de carrière. C'est génial. Mais très vite, on tombe sur le mur de la réalité, la paperasse, le financement. Et ça se transforme en un véritable parcours du combattant. De quoi en décourager plus d'un, c'est sûr. Donc voilà, on a le rêve d'un côté, une nouvelle vie pro épanouissante, et puis la réalité de l'autre, un labyrinthe administratif semé d'embûches. L'idée, ici, c'est justement de transformer ce parcours du combattant en un chemin beaucoup plus clair, un chemin balisé vers la réussite. Ok, alors voilà le programme. On va décortiquer chaque étape, vraiment, des délais un peu piégeux jusqu'aux raisons de refus les plus classiques. Tout ça pour voir ensemble quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place. Allez, on y va. Première chose à bien comprendre, un dossier transition pro, aujourd'hui, c'est une compétition. C'est simple. Depuis la pandémie, le nombre de demandes a littéralement explosé. Sauf que les budgets, eux, n'ont pas suivi. Ils sont pas infinis. Donc chaque dossier est en concurrence directe avec des centaines, voire des milliers d'autres. On attaque maintenant le premier gros morceau, et c'est souvent le plus sous-estimé de tous, le calendrier. L'erreur classique, c'est de se dire « Oh, ça va, j'ai le temps ». En réalité, c'est beaucoup plus serré que ça. 7 mois, on entend bien, 7 mois, c'est énorme. Dans certaines régions, comme l'Occitanie par exemple, il fallait s'y prendre 7 mois avant le début de la formation. Alors oui, ça peut varier d'une région à l'autre, mais la règle d'or, elle, est universelle. Il faut commencer le plus tôt possible. Oublions les 3 ou 4 mois qu'on entend parfois, c'est beaucoup trop juste. Et regardez cette chronologie type, ça montre bien à quel point tout est une question d'anticipation. Entre le moment où on crée son espace et la décision finale, il se passe des mois. Tout est lié. Une étape en retard, et c'est tout le château de cartes qui risque de s'effondrer. C'est vraiment une course contre la montre. Et alors là, attention, c'est une règle non dite, mais absolument fondamentale. Tous les mois ne sont pas égaux. Loin de là. Prenez l'exemple de l'Occitanie. C'est fou, hein? Près de la moitié du budget de l'année est dépensé en juillet et en août, pour les formations qui commencent en septembre. Et si on vise une rentrée en février? Eh bien, l'enveloppe est 16 fois plus petite. Donc, choisir son mois de dépôt, ce n'est pas un détail, c'est un vrai choix stratégique. Ok, après le calendrier, on plonge dans le vif du sujet, le dossier, le formulaire en lui-même. Et croyez-moi, il y a des pièges, des petits détails qui ne sautent pas aux yeux, mais qui peuvent coûter une validation. Quand on regarde le site, ça a l'air super simple, non? On crée son espace, on remplit sa partie, on fait remplir la partie de l'école, celle de l'employeur, on signe et hop, c'est envoyé. Facile. Sauf que, non, pas tout à fait. Et voilà, le piège, le plus sournois de tous. C'est seulement après avoir signé électroniquement, au moment précis où on se dit « ouf, c'est fini », qu'une nouvelle page s'ouvre. C'est là et seulement là qu'on peut ajouter la fameuse lettre de motivation et toutes les pièces annexes. Un nombre incroyable de personnes passent complètement à côté de ça et envoient un dossier incomplet, sans même s'en rendre compte. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres petits pièges. Par exemple, les limites de caractère. 500 ou 1000 caractères pour expliquer un projet de vie, c'est hyper court. Il y a aussi le coût du numéro SIRET de l'entreprise qui n'est pas reconnu. Ça peut tout bloquer. Ou encore le bilan de positionnement qui oublie la moitié des compétences transférables. Et là, le projet a l'air beaucoup moins solide qu'il ne l'est en réalité. Maintenant, un obstacle qu'on n'attend pas forcément. Il peut venir de ceux qu'on pense être nos meilleurs alliés, les organismes de formation. Oui, certaines écoles sont, disons, réticentes à l'idée de gérer des dossiers transition pro. Et il faut se mettre à leur place, en fait. Pour une école, un dossier PTP, c'est beaucoup de paperasse. Alors quand ils voient le nombre de dossiers qui sont refusés au final, certains en ont juste marre. Ils préfèrent ne plus s'embêter. Le pire, c'est quand ils annulent carrément des sessions faute de candidats financés, et là, c'est la double peine. D'ailleurs, un conseil en or, un réflexe à avoir avant même de contacter une école, allez vérifier le code RNCP de la formation, directement sur le site de France Compétences. Si ce code est inactif ou s'il n'existe pas, c'est simple, la formation n'est pas finançable. Point. C'est une petite vérification de 5 minutes qui peut éviter une disqualification d'office. Bon, parlons maintenant du scénario catastrophe, le refus. C'est dur, évidemment, mais ce n'est pas forcément la fin de l'histoire. Sauf que la procédure pour faire appel, le recours, elle a aussi ses propres règles du jeu et ses propres pièges. Voilà les motifs de refus qu'on voit le plus souvent.
C'est super important de les comprendre. Quand on lit projet vague ou incohérent, il ne faut pas le prendre comme un jugement final. C'est un signal. Ça veut dire qu'il faut bétonner son argumentation, apporter plus de preuves, surtout sur l'employabilité. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Officiellement, le délai pour faire appel est de 2 mois. Sur le papier, ça semble correct, non? Sauf que, voilà le problème. Imaginez un peu. La formation commence dans 6 semaines. On fait son recours et on gagne. Super. Sauf que pendant ce temps, l'école s'est remplie. Il n'y a plus de place. C'est une histoire vraie. Le délai officiel est complètement déconnecté de la réalité du terrain. Gagner son recours pour au final perdre sa place, c'est le piège absolu. Et cette citation d'Einstein, elle est parfaite pour ça. La folie, c'est de refaire la même chose en attendant un résultat différent. Un recours, ce n'est pas renvoyer le même dossier en croisant les doigts. Non, il faut apporter du neuf, des éléments nouveaux, une promesse d'embauche, de nouvelles enquêtes métiers, une argumentation retravaillée. Bref, il faut corriger ce qui n'allait pas la première fois. Ok, alors, avec tout ça en tête, comment on fait pour réussir? On va résumer les points clés. La checklist finale pour construire un dossier qui tient la route dès le premier essai. En gros, la stratégie, elle tient en quelques points. D'abord, l'anticipation. On commence hyper tôt, 4 à 7 mois avant, et on vise les bons mois, ceux avec les plus gros budgets. Ensuite, la vigilance. On ne se fait pas voir par la page cachée pour la lettre de motive, c'est crucial. On vérifie son école, son code RNCP, on s'assure qu'ils sont partants. Et enfin, on blinde son dossier avec des preuves d'employabilité et on prépare déjà des munitions au cas où il faudrait faire un recours. Faut toujours avoir un coup d'avance. Et pour finir, une anecdote qui résume tout. Il y a ce candidat qui a été refusé 5 fois. 5 fois avant de finalement obtenir son financement. Ça prouve que c'est un marathon. Pas un sprint, c'est difficile, c'est exigeant, mais l'échec n'est pas définitif. Avec de la persévérance et surtout une bonne stratégie qu'on ajuste à chaque fois, on peut y arriver. La question à se poser maintenant, en regardant son propre projet, c'est celle-ci. Quel est son maillon faible, son point le plus fragile? Et surtout, comment le renforcer avant même de cliquer sur « Envoyer ». Parce que c'est ça la clé. Identifier cette faiblesse et la transformer en force, c'est la première étape vers la réussite. Tout est dans la préparation.